Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 12 novembre 2016. Ça achève déjà. Et bon nom, Éric Lajoie, puisque c'est comme ça qu'on a décidé de faire en sorte que les gens s'adressent à moi sans être obligé de dire chose. Ouais, le petit avec des lunettes, il est bizarre. Bref, Éric Lajoie avec vous pour la prochaine heure et demie, prochaine 90 minutes. Et fort heureusement pour vous, chers auditeurs, je ne serai pas seul. Tout d'abord, qui sera devant moi la co-animation, chroniqueur et pas mal finalement, Conan Arsenault. Qu'est-ce qui finit bientôt, Eric? Qu'est-ce qui finit bientôt? L'année? Ah, fiou, je pensais comme la vie. Hein? L'émission, là, j'étais inquiet pendant tout ce temps-là. Mais non. Ouf, ok. Ça achève l'année. Je suis rassuré. Non, parce que là, la fin du monde s'en vient, on sait tous. Donc, ouais, évidemment. J'y allais dans le... Donc, salut. Évidemment que le destin du monde dépend du... une personne avec une perruque douteuse élue dans un des territoires d'une planète random de l'univers. Mais, ok, ça c'est mon opinion qui s'en fout un petit peu de cet ancêtre là. Merci Conan, on s'en chose plus pendant l'émission. Et à la mise en onde, Mikey G. Ainsi que le fact-checker. Donc, oui, je vérifie, on est bien le 12 novembre. Et c'est à peu près la seule chose dont on est sûr en termes d'actualité. Hein? Au Geek contre-attaque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une source. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Puis pour tout le reste, ben il y a Mastercard. Ouais, les Geeks contre-attaque, la pire source d'information gratuite sur les ondes FM de Québec. Donc, messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous cette semaine? Simon est pas là. Non. Simon est pas là. Ah. Mais c'est quand même passé une couple de choses. Ben, quelque chose. Ouais. Bon. Oh. Ok, on commence par quoi? On va commencer par... ce que je voulais gagner du temps pour trouver une nouvelle de mort, mais il y en a pas cette semaine. Non, il n'y a pas de décès. Ah non, fuck, c'est pas vrai. Mais non, il y a malheureusement notre Montréalais préféré. Oh mon Dieu. Rubrique nécrologique. 2016 continue d'être extrêmement cruel pour nos icônes. Encore une légende de la musique canadienne, Leonard Cohen, qui s'éteint à 83 ans. 82 ans, là. Quel monument! Et qui a influencé tellement de musiciens. C'est notre Bob Dylan à nous, c'est... Littéralement. Il ressemble aussi un peu, je trouve. Ouais. Et non, il ressemblait, Conan. Habitue-toi. Non, mais pour de vrai, là, faut que j'avoue, ici, les gars, là, j'ai quand même souffert un petit peu de l'effet Mandela quand j'ai su la nouvelle de... Mais il était pas il avait sorti en fait un album pas plus tard que l'an dernier, You Want It Darker, ça fait vraiment pas longtemps, qui était un retour en force. C'est peut-être son meilleur album des 10-15 dernières années. Et là, c'est ça. Ah oui, oui, c'était un message à tous les détracteurs du chocolat au lait. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça, Mikey. C'est la position politique et idéologique de notre cher ami. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui est mort dans la scène musicale qui est assez importante, c'est Jean-Jacques Perré. Je sais pas si ça dit quelque chose. Tu vas nous l'expliquer, je pense. C'est un des pionniers de la musique électronique vraiment des années 70. J'en avais sur la page des geeks, on le fera pas écouter cette semaine, mais il a fait des choses comme des petits bateaux vont sur l'eau, mais comme version électronique buzzée, on dirait presque une caricature de ce genre-là. Si mettons je t'envoierais une pochette de ces trucs puis je t'aurais écouté ces affaires, on dirait que
Ça pourrait être quelqu'un qui faisait semblant de faire ça over the top, mais c'était bien. C'était son style à lui. Ouais, Hein. Jean-Jacques Perré. Donc, malheureusement, deux pertes musicales. Ouais. Et puis ça a commencé tôt Oui. cette année. Hey, David Bowie, Prince, Néhémie, il y en a tellement. C'est hein. vrai. J'arrête pas d'oublier David Bowie. Lemmy, lui, était trop cool pour 2016. Ouais. Il est mort en décembre 2015. Mais tu sais, reste qu'il y en a eu beaucoup, là, beaucoup cette trop. année. Ouais. Beaucoup trop. Ça me semble Bon. que c'est 1 par 2 semaines. Là, c'est... Allez, go! Anyway, autre chose. Ben écoute, oui, tu sais, le stade, mettons, d'avant être mort, t'es paralysé. Hein? On peut dire ça comme ça. Mais Qu'est-ce que c'est cette transition-là? c'est parce que il y a des scientifiques qui ont trouvé un moyen de bypasser des nerfs endommagés dans un singe qui ne pouvait plus marcher et l'ont fait marcher nouveau. Donc là, Oh. là, c'est big là, comme nouvelle. C'est Oui. vraiment avec un implant d'électrodes, sont allés stimuler les nerfs directement, mais c'est vraiment comme des implants qui vont venir stimuler les muscles. Comme Okay, parce que dans le fond, il y a un blocage à quelque part au niveau du cerveau que C'est le ça nerf. contourne. Le nerf endommagé peut plus passer l'information. Fait que Là, ça c'est comme... contourne l'obstacle et ça Exactement. permet parce que le cerveau est encore capable d'envoyer des flux de mouvement et les membres seraient techniquement encore capables de les interpréter et de les appliquer. Exactement. Il y a juste quelque chose qui bloque le signal et Ben, cette fois-ci comme- on trouve une façon de... Comme ceux qui ont un accident, la colonne vertébrale est brisée. Oui, Exactement. Parce que c'est vraiment ça. Ils avaient coupé la colonne du singe, et ils ont passé par-dessus, et ils ont fait un bypass de colonne. Hell yeah. OK. Hey, mais ça peut être un développement intéressant parce que là tu parles de Les essais cliniques sur les humains s'en viennent. D'ici les 10 prochaines années, il va y avoir des essais cliniques sur les humains, mais une fois que ça va être fait, Ouais, mais ouais, c'est pas, capable de guérir la paralysie, c'est gros là. c'est pas guérir, mais c'est la technologie qui vient supporter. Ouais, c'est ça. mais c'est pas un peu invasif comme méthode. Ben en fait, je te dirais que les électrodes sont quand même assez petites, mais c'est sûr que ça l'est un peu, ça l'est à un certain point, mais c'est Je te rien dirais- comparé à être invalide. C'est ça. C'est Ouais. de choisir entre pas marcher ou de marcher quand il y a une grosse setup vissée dans le trou quelque part puis que c'est encombrant. C'est un inconvénient qui permet de vivre normalement, là, au Ouais, lieu de c'est- pas vivre normalement, pas un inconvénient. Exact. Hey, moi, C'est aussi, ça, genre. moi aussi, j'aurais de quoi avant la toune. Oh. Oh. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Et ce thème-là vient contrecarrer notre thème des actualités, dans le sens que on dit qu'on n'est pas une bonne source d'information, et là ça dit qu'on va parler de faits vérifiés. Donc, à quel point on est crédible, Mikey? Mais ce gars-là a une voix tellement magnifique, je l'engagerais pour faire des annonces. OK. Depuis à peu près 30 ans, il existe quelque chose de sexiste qui nous empêche d'avoir des bébés, des pilules contraceptives uniquement pour femmes. Oui. Bon, là, c'est à la femme la responsabilité de s'arranger pour pas tomber enceinte, puis l'homme, lui, il s'en fout, Ben, il prend sème des à tout vent. Il y a des condoms. Ouais, mais non, Non, ça marche pas, Non, c'est non, pas- c'est c'est la ça. femme qui s'achète aussi, Ah. ça. Ah, mais, oui, mais les scientifiques, ne reculant devant rien, ont commencé à chercher, mais écoute, y aurait-il un moyen pour les hommes de, à part la vasectomie, évidemment, de prendre quelque chose pour empêcher d'avoir des bébés, parce que c'est vraiment la maladie du siècle, ça, hein, les bébés. C'est la maladie. De quoi tu parles? Bon. Je viens de redonner les lettres de noblesse à notre disclaimer de début. Oui. Bon, Donc, regarde. maintenant, Prenez rien de ce qu'on dit au premier degré. Donc, Mikey. il y aurait Oui. des scientifiques de l'université de Munich et ça a été financé par l'OMS. C'est la première étude qui est rendue en test clinique phase 2. C'est une pilule contraceptive pour hommes. C'est pas une pilule, par exemple. C'est un peu plus invasif. C'est des injections. Il y a une injection qui annule Ah oui. la testostérone. Oui. OK, avec une espèce de Attends un peu. synthétisme. La testostérone ou la production de spermatozoïdes? Non, c'est il y a un bloqueur hormonal pour la testostérone, puis la deuxième piqûre, c'est de la testostérone pour compenser. Bref, les deux font en sorte que les spermatozoïdes, ils ne peuvent plus Ok. nager adéquatement. Il y a plusieurs effets secondaires, par exemple. Ah, Donc, il y a des boutons. Ça, c'est Ok. plate, ça, les boutons. On Ben voit oui. pas ça. Il y a l'irritabilité et sautes d'humeur. La dépression aussi. Et, Tabarnouche. c'est- Ah, il y a pas... et
Et aussi l'augmentation de la libido. Ah, en plus. Quel effet secondaire non, mais pauvre, dégueulasse. non, mais pauvre gars, là, qui est pogné avec tous des boutons, et puis personne, il est chialé, il a des boutons, puis il veut à mort, mais évidemment que fuck all. Mais il y a Parce qu'on sait que les quelqu'un- gars ont tous un problème de libido, donc je pense que c'est comme pas Ouais. pire que ça Ouais, non, puisse c'est ça. l'augmenter. Mais C'est comme, si je me what? trompe pas, c'est pas cette étude-là qu'il y a quand même des patients qui s'est suicidé. Il y a des patients qui ont droppé out de l'étude, comme on dit, Ouais. qui se sont en allés. Il y a 20 volontaires à cause justement des effets secondaires qui ont décidé secondaires d'abandonner. Ouais. de dépression. Je vous dirais que c'est l'effet le plus dérangeant pour cette méthode-là, mais c'est pas la méthode la plus dérangeante. Non. Parce qu'il y a d'autres scientifiques qui tentent par plusieurs moyens, donc des injections directement dans le pénis. Ben oui. Ça Les, reste. les injections dont je vous parlais tout à l'heure, c'est dans les fesses. Ah. Oui, on s'entend. C'est moins pire. Mais une autre méthode qui pourrait arriver d'ici quelques années, ils travaillent là-dessus en Grande-Bretagne, c'est un spray nasal. Un Ok. spray nasal anticonceptionnel. Wow. Donc ça, c'est quand même assez C'est- génial. Ouais. Moi, j'avais vu comme récente nouvelle, là, c'était la Switch. Il t'installe une Switch en dessous de la peau, littéralement. Là, tu fais clic, puis là, le canal déférent s'ouvre, donc là, tu peux reproduire. Puis sinon, quand tu veux pas, mais littéralement, t'as une Switch on ou off, en dedans de toi, là, comme clic, on ou off. J'ai trouvé ça génial. Ah, ouais, c'est comme tu payes sur le boyau. là. C'est exactement ça. Le pied sur le tuyau d'érodage. Ah, ouais, c'est... Hey, on a-tu d'autres sujets, s'il vous plaît, boys? Hey, on parle-tu de musique? Je pense qu'on a un Ouais. téléphone à faire direct après. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et là, on va y aller avec le ton numéro 2 sur la liste. D'accord. Avec Mikey. Oui. Rogue One s'en vient à grands pas dans moins d'un mois, pour ceux qui suivent le compte. Je pense que c'est un mois, presque un peu moins d'un mois. Ouais, quelque chose du genre, ça s'en vient. Donc, je me suis dit, on va aller chercher dans les tonnes de Star Wars inédites. Et pour ceux qui suivent notre émission, vous savez que le thème de cinéma est une version de la 20th Century Fox faite au ukulélé. Mais ça vient d'un band qui s'appelle Ukulele Force, qui ont repris les trames sonores de différentes tonnes de Star Wars avec des ukulélés et des piccolos, puis des flûtes à bec. C'est awesome, ok? Donc, la première fois que j'avais entendu ça, je l'avais fait jouer ici au Geek, là, c'était la version de la Marche impériale, dans le fond de Star Wars, mais faite de façon très inoffensive, c'est splendide. Mais là, on va entendre le thème principal de Star Wars, le Star Wars Theme de John Williams, interprété avec des instruments juvéniles par Ukulele Force. On écoute ça et on revient tout de suite après pour les Geeks qui contre-attaquent.
Et on vient d'entendre Ukulele Force. Ça, c'est un band dont certains... le band, Ukulele Force, c'est l'album. C'est un projet d'un album. C'est le groupe Q-Recorder. Q-Recorder, dans le fond, Recorder, qui est le nom en anglais d'une flûte à bec. Et qui a des ukulélés avec. C'est un band japonais qui a été connu, lui, pour une autre raison. C'est-à-dire que c'est eux qui avaient fait en grosse partie des musiciens de ce band-là, avec d'autres musiciens aussi, là, toute la trame sonore au complet de la série Azumanga Daioh, pour ceux qui savent de quoi je parle. Quoi, c'est un genre de slice of life qui ressemblait, mettons, à Peanuts, version japonaise, des 4 filles qui font comme toutes les années de high school ensemble. Puis c'est juste des petits sketchs. Je pense que mon collègue de job en avait parlé. C'est surprenamment drôle. Ouais, L'humour est vraiment ça coche. Et la trame sonore est faite par ces gars-là, ces gars et ces filles-là. Donc, Q-Recorder, Ukulele Force, la pièce de Star Wars, la main team. Donc, on a entendu ça maintenant. J'ai quelqu'un au téléphone? Oh! Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Hey Stéphane, salut mister. Salut, ça roule? Oui, ça roule, ça roule comme... Oui, ça roule. C'est sûr, j'avais-tu rien à dire là-dessus. Oui. Hey, tu nous parles de quel endroit, là? Je suis à Sherbrooke présentement pour un événement qui s'appelle la Console qui console. C'est vraiment un événement de 24 heures de gaming qui est au profit de Leucan pour les enfants malades. Wow! Et ça a commencé quand, ça? Ça a commencé ce matin à 10h. On est là depuis, nous autres, à peu près, je te dirais, peut-être 10h30 parce qu'on a on est vraiment mauvais pour se retrouver, finalement. Là, je veux dire, si un jour vous êtes perdu, vous êtes en survie, n'appelez pas Stéphane Goulet. Je suis vraiment mauvais. Donc, je suis arrivé en retard. Par contre, depuis, je dirais peut-être midi et quart, là, on est en train de streamer directement live sur place. Justement, pour amasser des fonds pour Leucan. Oui, donc Arcade Québec, pour ceux qui suivent, dans le fond, qui suivent votre channel, votre canal. Oui, sur votre chaîne YouTube. Votre chaîne Twitch. Votre chaîne Twitch. Donc, vous streamez, là, vous allez faire les 24 heures au complet, là? Non, on fera pas le 24 heures, par contre, parce que, justement, demain, on a enregistré notre podcast. Par contre, on va faire quelques heures ici, là, pour vraiment aider à ramasser des fonds, pour Leucan, justement. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur place? Il y a vraiment beaucoup de monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est c'est pas seulement accès gaming, c'est gaming en général. Donc, il y a vraiment aussi beaucoup de jeux vidéo. Il y a une grosse scène de LAN qui est présente. Il y a les gens de puissance maximale qui sont là. Il y a aussi un musée de vieux jeux vidéo. Ça, c'est vraiment la partie qui m'a fait le plus triper, là. C'est vraiment très bien comme endroit. Donc, vraiment, là, les vieilles télé cathodiques qui ont été déplacées, des vieilles consoles. Donc, vraiment, toutes les vieilles consoles qui sont là, c'est juste malade. Après coup, il y a aussi une salle pour le Donjons et Dragons. Donc, les gens, il y a une initiation à Donjons qui est faite sur place. Pour ceux qui n'ont jamais joué à des jeux comme ça, là, c'est plus des jeunes qui sont là, mais c'est vraiment merveilleux là, de pouvoir s'initier à ça. Il y a aussi une salle pour les gens qui trippent Magic. Donc, un gros tournoi qui est ici. Là, c'est vraiment bien. Donc, pour les gens qui sont proches de Sherbrooke, ça vaut vraiment la peine. Yes. Donc, c'est organisé par qui, ça, exactement? C'est organisé par le Cégep. C'est organisé aussi avec Leucan, là, donc pour vraiment ramasser des fonds là, pour les enfants malades. Là. C'est des bénévoles qui le font, qui se sont regroupés. C'est la 4e édition. Puis ça vraiment, là, ça prend en grosseur. Au début, c'était vraiment petit, puis là, vraiment, là, depuis la 4e année, là, c'est quand même beaucoup plus gros que ce que j'ai déjà vu. Vous twitchez quel jeu présentement? J'ai vu un peu avant l'émission, je vous avais regardé un peu, là, vous étiez sur Gang Beast. Gang Beast, oui, on est encore sur Gang Beast. D'ailleurs, on invite les gens à venir jouer avec nous directement. C'est vraiment un jeu qui est très trippant. Là. On a 4 manettes ici sur place. Là. Fait que on invite vraiment les gens qui sont sur place à venir jouer avec nous. C'est drôle. C'est vraiment très drôle comme jeu. Pour ceux qui n'ont jamais essayé Gang Beast, là, c'est disponible sur Steam en Early Access. Donc, c'est pas encore terminé. Il y a une coupe de bugs dans le jeu. Mais c'est un jeu où on sac des volets avec des petits personnages, là, un peu, je dirais, à tous les jeux comme tous les jeux de combat, mais c'est vraiment des personnages genre Ragdoll. C'est ça, c'est l'effet Ragdoll. La fois, c'est que tu joues avec l'engin physique du moteur du jeu pour te servir de ça, pour essayer de t'agripper, puis faire des prises, puis garocher le monde. C'est particulier. Mettons, on pourrait dire Octodad, mais tu te bats à 4 un contre l'autre. Clairement, ça ressemble à ça. Ce qui est bien, c'est vraiment, il y a un seul but, puis c'est très simple, c'est de sacrer l'autre en bas du stage. Donc c'est Octodad meet Smash Bros. Exactement, Smash Bros, c'est vraiment ça, clairement. OK, donc vous allez jouer ça encore une couple d'heures. Vous avez-tu d'autres idées de jeu? Quelques heures. Je sais pas. Dans le fond, on s'est dit peut-être, dans le fond, ce qu'on veut, c'est y aller dans le couch co-op. Donc, on prend les suggestions des gens.
Ah, nice. Bon, hey, c'est super de fun. Donc, Arcade Québec qui est sur place. Donc, pour ceux qui sont dans le coin de Sherbrooke, faites un détour ou regardez-les sur leur canal Twitch, bien entendu. Hey, twitch.tv/ArcadeQC. Yes, Arcade QC. Dis-moi donc quelque chose, Stéphane. T'es tout le temps sorti, t'es tout le temps parti. Semaine prochaine, tu fais-tu de quoi de spécial? Semaine prochaine, oui, je suis au Salon du jeu et du jouet. Oui. À Québec, simplement. Donc, on va être présent sur place. Nous, on est comme, dans le fond, partenaire média de l'événement. Donc, on va couvrir l'événement. D'ailleurs, si ça vous tente là, d'avoir justement là, un petit review là, sur place, je vais être là aussi. Donc, j'ai hâte de voir là, vraiment l'événement. Cette année, ils nous promettent quelque chose de gros. Ça va être intense. Là. Hey, excellent ça. Bon, ben c'est parfait. Hey, en te remerciant, Stéphane. Ben, merci beaucoup. Merci à vous autres. Là, puis bonne émission. Là. Yes, on va t'avoir en studio. Là. Salut! Wow. C'est ça. C'est ça. Donc, hey, Stéphane Goulet d'Arcade Québec et bien sûr collaborateur des Geeks qui est présentement à Sherbrooke à l'événement La Console qui console. Événement produit par Leucan et par le Cégep de l'endroit. Donc Cégep de Sherbrooke, j'imagine? Ben oui, étant donné que ça se passe à Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Mes super pouvoirs de déduction font en sorte que... T'as déduit ça. Ouais. Okay. Oh. Faites ça. Bon, hey, Faites ça. c'est... Hey, on a fait une extrêmement belle démonstration de notre répartie puis comment qu'on s'organise quand on sait pas quoi dire. Donc, Externement bien. Externement bien. Donc... Hey! T'as-tu, pendant un petit thème de robot, mon Mikey? C'est une chronique robot. On n'a pas de chronique robot. On avait un thème robot, là? Gadget. Chronique Gadget. Et là qui va là, ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. Même si le thème dit que ça va être la joie, ça va être Arsenault qui va nous parler. Donc, oui, tu nous parles de quoi? Hey, je vous parle de plusieurs choses par rapport aux robots. Vous savez comment que j'aime beaucoup les robots. Oui. Donc, je suis prêt à ce que l'apocalypse des robots soit une vague qui traverse l'humanité. Mm-hmm. Donc, Miles Dyson sort de ce corps. on a atteint déjà on a atteint beaucoup de milestones, je sais pas quoi, j'oublie le nom français, mais on a atteint beaucoup de points importants, critiques par rapport au développement de l'intelligence artificielle pour que la singularité arrive. Il y a des recherches. On a encore un petit échelon plus haut, encore une fois. Pas grand-chose, me diras-tu, mais ça fait quand même un peu assez peur pour être... Donc, des chercheurs d'Oxford ont inventé une intelligence artificielle qui s'appelle LipNet. Ce AI-là, sa seule job, c'est de faire de lire sur les lèvres de quelqu'un quand il parle. OK, donc de reconnaître visuellement qu'est-ce que quelqu'un dit. Exactement. Et puis c'était quand même le meilleur modèle qu'il y avait avant. Il y avait quand même il était précis à 79,6%. Ce qui est quand même bien. Ce qui est quand même très bien. Mais là on est à 93,4%. Oh. Oh. Et ça peut être utile. Pour plein de choses. Pour plein de choses. Non seulement pour le monde qui ont des handicaps, ou je veux dire, il y a vraiment plein d'applications pas du tout creepy d'espionnage, de webcam. Des enquêtes policières aussi qui vont avoir des extraits des extraits vidéo qui peuvent pas, mettons, avoir le son, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se dit, tout ça. Ça va peut-être aider ça. À 93%, je ne suis pas certain que ça soit recevable en cours, par contre. Ouais. Mais non. Ouais, non, mais là, ça, c'est seulement eux, dans le sens que attends l'année prochaine, on va être à 99,9, puis maintenant on va arriver. On sera jamais à 100%, je pense, dans la compréhension qu'on va pouvoir dire que, OK, le logiciel comprend tout le temps, parce qu'il va toujours avoir quelqu'un qui... Il y a toujours une marge. Qui manque 8 dents, puis il y a 5 langues de plus. Fait que là, tu sais... C'est ça, il y a toujours une marge d'erreur possible, mais voilà. Mais donc, maintenant, quand on va parler dans les ordinateurs, faut se mettre la main devant la bouche. Si on veut pas se faire bon. Les gars, je pense qu'on en avait déjà parlé. Est-ce que je vous ai déjà parlé du transhumanisme? Le transhumanisme, c'est dans le fond, c'est la science qui c'est la sphère de la science puis qui s'occupe de voir comment améliorer le corps humain présent pour l'amener vers un nouveau niveau, nous faire vivre plus longtemps, nous faire guérir de nos maladies, régler certains défauts génétiques qu'on a par défaut dans le fond qu'on a de base. Et nous amener ailleurs, là. Arriver à une deuxième étape de l'humain 2.0. Exactement. Ça se définit plus comme une théorie ou une idéologie que nécessairement une science, parce que la science va être au service des idéaux transhumanistes. Voilà. Donc, il y a un transhumaniste, Zoltan Istvan, pardonnez-moi, monsieur Istvan, si je prononce pas votre nom comme du monde, mais
Too Bad, Voilà. qui a récemment déposé son la charte des droits des transhumanistes, parce que lui il dit comment ça d'après ce qu'il lui voit dans le futur, les cyborgs vont faire partie de nos vies plus vite qu'on pense, donc aussi les personnes qui vont avoir des implants, puis ils risquent peut-être d'avoir de la discrimination. La loi, quand là, ça devient que si tu remplaces tes 4 bras par des bras cybernétiques, puis que t'as des implants dans le cerveau pour les affaires, à quel point, tu sais, au point de vue de la loi, t'es encore complètement un humain. Donc là, lui est sorti sa charte des droits pour les cyborgs et tout transhumains. Donc c'est assez intéressant quand même, mais évidemment. Je sais même pas quoi faire avec cette information-là, mais je trouve ça assez excitant qu'on soit rendu à une place... À élaborer ça déjà, parce que, veut pas, ça va arriver. On s'entend-tu que, les implants qui remplacent les membres perdus sont très, 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 très avancés. Alors, on se parle. Il y a quelques semaines de ça, il y a eu une greffe de cœur complète, un cœur artificiel au complet, que le gars, il tenait son propre cœur dans ses mains, puis il avait son nouveau cœur dans le chest. Il y a eu une greffe de main. Ça, ce qui était très difficile dans le passé parce qu'il y avait d'énormes pourcentages de rejet. Et là, ça s'est fait. Dans le fond, quelqu'un s'est fait implanter le bras de quelqu'un d'autre. Et ça fonctionne. Donc, on est rendu... Il y a aussi des prothèses métalliques qui fonctionnent simplement par la pensée. Oui, transmission d'informations par la pensée. Donc, en fait, justement, monsieur ici, Ivan, non, j'ai oublié son nom, en tout cas, Zoltan. C'est pas un méchant, non? Non, Zoltan, c'est pas... C'est pas la machine dans Big? Avec Tom Hanks. Zoltar. Mais Zoltan, c'est dans le jeu, le petit jeu de spaceship, là, roguelike spaceship, là, qui est super difficile, là, qui t'arrête pas de mourir. Voyons. FTL. FTL, ouais, la race. Ouais, les Zoltan. Les Zoltan. Bon, oui, ok, puis mon cerveau a trouvé. Woo! Alright. Donc, juste pour vous dire, j'aimerais lire il y a pas beaucoup de chartes, il y a pas beaucoup d'articles dans la charte de droit, il y en a seulement que 6, mais donc, le 6e, je le trouve quand même assez, c'est un peu comique, mais ça montre bien la vision, de la technologie par rapport à l'humanité, puis c'est que le involuntary aging, donc l'âgissement, le vieillissement involontaire devrait être classifié comme une maladie et que tous les pays et les gouvernements devront activement chercher à enrayer cette maladie. OK. D'ailleurs, ça, c'est le 6e. Hey, on fait un top 5 avec le reste? On y va, Aline. Donc, là, on fait ça après la pause? OK, on va faire ça après la pause. On va y arriver avec le top 5 des prochaines lois pour le transhumanisme, ceux qui vont avoir des implants, comment qu'on va gérer ça en société. Donc, petite pause, on revient tout de suite après au Geek contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Vous êtes-vous déjà posé la question? Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode? Eh oui, les Geeks contre-attaque peuvent les lire pour vous. 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune fait tout le temps avant que j'ai fini de parler? Revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de 3, deuxième demi-heure de 3 des Geeks contre-attaque. Donc, on l'avait hypé avant la pause, on espère que ça va livrer. Le top 5 des lois sur le transhumanisme. Donc, Mister, s'il vous plaît. Oui. Numéro 5! Numéro 5, Conan. Que tous les gouvernements et toutes les nations devront prendre des mesures raisonnables pour financer le voyage spatial et que l'esprit de l'aventure et que le gain de savoir en explorant l'univers ne pourra jamais être arrêté. Ben là, un dossier à la fois, on s'entend-tu, là? On va commencer par augmenter les humains sur la Terre, régler les problèmes sur la Terre, après ça, on ira voir ailleurs. Mais c'est parce que ça, c'est ultimate safeguard pour prévenir les citoyens et les transhumains que la planète ne devienne détruite. OK. Fait que dans le fond, c'est un genre de guide qui a fait pour comme éviter le pire, c'est-à-dire qu'il y ait une scission entre les humains et les transhumains. Ouais, c'est ça exactement.
Okay, Exactement. Bon, donc, de promouvoir l'exploration spatiale, puis de donner de l'espace pour qu'il va y avoir de plus en... Parce que le transhumanisme signifie plus d'humains, parce que moins de monde qui meurt. Exactement. Donc, ça fait du sens. Maggie? Numéro 4! Numéro 4? Que tous les humains intelligents qui sont dotés de conscience, cyborg et autres formes, je sais pas ce qu'est le mot en français, sapient. Je pense que ça serait peut-être sapient. Non, mais tu sais, du latin sapiens, sapiens. Ouais, ils n'ont pas vraiment français de... Tout ce qui descend du singe, finalement. Ouais, ben tu sais, nous on a des homo sapiens, sapiens. Donc tout ce qui détient comme cette espèce de caractéristiques là, exactement, ont la liberté morphologique. Donc, ils ont le droit de faire avec leurs attributs ce qu'ils veulent, tant que ça ne fait pas de mal à quelqu'un d'autre. On est le boss de notre corps. Exactement. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Mais version transhumaniste. Tu peux t'upgrader à toutes les sauces que tu veux, toutes les modes que tu peux mettre. Vas-y, mon chum. Numéro 3! Bon, tant que la trame sonore de Mega Man 3 t'écrase. Bon, ok. Numéro 3. Sous la pénalité de la loi, il y a aucune entité culturelle ou ethnique ou religieuse ou gouvernementale qui pourrait empêcher l'extension de la vie par le biais des technologies. Donc, ce serait interdit au gouvernement d'empêcher les humains de vivre plus longtemps. OK. Que les scientifiques se fassent pas dire pour des raisons non scientifiques. Non, tu peux pas. Ouais, mais on peut. Non, tu peux pas parce que c'est écrit ici. Ben, c'est quelque chose quand même qui est épineux, ça, comme question. Parce que la démographie, la surpopulation est déjà quand même assez dérangeante sur Terre en ce moment. Si on commence à upgrader tout le monde pour que tout le monde vive jusqu'à 300, il va falloir qu'on explore d'autres places. C'est mon avis, là. Si tu veux mon humble avis là-dessus, là. La surpopulation affecte la Terre parce qu'on veut rester aux places qu'on reste là. Il y a encore de la place, mais du monde, on construirait d'autres villes, d'autres endroits habitables, toute la guide. Mais on veut tous rester aux mêmes petites places. Puis on se garoche plus nombreux à pas beaucoup d'espace. À un moment donné, il y aurait façon de moyenner de quoi pour que ça puisse accommoder. Je veux dire, sur la Terre, là, il y a une place pour une nouvelle ville, mettons, de 10 millions d'habitants comme New York. Tu sais, il y a l'espace à quelque part pour faire ça, là. Mais tu sais, c'est d'implanter un paquet de monde, puis c'est un processus, puis il faut y penser, puis mais tu sais, c'est pas vrai, là. Il manque de place si on bouge pas de là. T'sais? Ça, c'est vrai. Puis il y en a de la place. Numéro 2! Alors, je vais revenir sur la fin de l'article. Il y avait vraiment intéressant par rapport au que le gouvernement ne peut pas empêcher les humains de maximiser. Ce serait interdit de mettre un nombre d'heures maximal sur une vie. Tu sais, t'as pas le droit de mettre un max hour life cap. Tu fais, OK, t'es immortel, mais t'as un nombre d'heures X. Ouais, parce que In Time était tellement mauvais qu'ils veulent pas que ça arrive dans la vraie vie. C'est ça qu'on veut le film avec Justin Timberlake. Exactement. Là. Oh my God, c'était mauvais, ça. La prémisse, c'était le fun. Tellement une belle prémisse, mais tellement mal utilisée. Et probablement le pire CGI des 25 dernières années. L'accident de char a l'air d'être fait avec une petite voiture Hot Wheels par un petit gars, puis qui ont animé. C'est dégueu. Je me souviens juste que... C'est sensationnel. C'était bizarre que le fait que sa mère soit l'actrice du même âge que lui. J'ai comme, ouais, c'était weird. Parce qu'on était rendu à laquelle, les gars, là? C'est bon. Numéro 2. Ah, boy. Donc, que tous les gouvernements, que toutes les nations devront prendre des mesures raisonnables. Je sais pas, je l'avais dit, je pense qu'on s'en est parlé dans la pause, je l'ai pas dit ici. Toutes les mesures raisonnables pour que le... Ah non, on s'en a parlé, le voyage spatial, on s'en est parlé? Oui. OK, excusez. Le vieillissement aussi. Oui. D'ailleurs, le vieillissement, j'en ai juste parlé, mais ce serait celui-là. Pour le vieillissement, moi, ce que j'ai à rajouter, c'est que le meilleur ami de ce gars-là, pour cet amendement-là, va être sans aucun doute Aubrey de Grey. Aubrey de Grey qui est un peu le Elon Musk du vieillissement. Scientifique qui est autodidacte en biogérontologie. Il y a une théorie, lui, qui est la théorie
mitochondrial du vieillissement. Donc, d'après lui, c'est au niveau cellulaire qu'il faut agir. Empêcher l'apoptose des cellules, finalement. Ouais, ben c'est pas le premier qui le pense, ça, parce qu'il avait découvert dans certains amphibiens, certaines races de grenouilles qui, dans le fond, pourraient vivre éternellement s'il n'y avait pas de prédateurs, parce que la façon que le cycle d'hibernation se passe, elle régénère complètement ces cellules. À chaque année, complètement. Il y a pas de perte. Ouais, c'est parfait. Pour les prédateurs, ça veut dire que c'est toujours un repas frais. Mais effectivement, sauf que c'est ça, c'est qu'à cause des prédateurs tout ça. Les homards aussi sont comme ça. Les homards peuvent vivre éternellement aussi. Donc, non, Aubrey de Grey, il travaille fort là-dessus, il fait des conférences TED, il y a des équipes en arrière de lui, puis non, il est pas mal boosté. C'est un de mes idoles de ce siècle, avec Elon Musk, là, je te dirais que, sa longue barbe et son air un peu preacher fait en sorte qu'il perd de la crédibilité, mais moi, je l'aime bien. Ouais. Ben, Elon Musk, c'est pas mieux avec son nom de vilain de James Bond ou d'autres Cologne. Même Aubrey de Grey, là, ça sonne comme un méchant certain là, dans un Lestat le vampire, parfait, là, comme parfait. Aubrey de Grey. Soit dit là, on était un peu confus sur le 2. J'espère que t'en as une dernière à nous dire. Oui, il y en a une dernière. Numéro 1. Ben, le numéro 1, je vais mettre le premier article quand même de cette charte de droit parce que c'est quand même le plus important. Le plus important si on veut. Et je vais essayer de faire une traduction là, simultanée là, en le lisant. Pardonnez les structures de phrases. C'est pas ça que tu faisais depuis le début? Ouais, mais là, je vais essayer de la faire au complet là, d'une shot. Parce que les autres, je résumais un peu, mais là, c'est possible. Donc, les humains et toutes sortes de intelligence artificielle dotée de conscience, cyborg et autres formes sapientes de vie ont droit à des droits universels d'arrêter leur involuntary suffering, leur souffrance involontaire en faisant des improvements, en faisant des améliorations. Merci beaucoup. En faisant des améliorations et en augmentant leur vie via la technologie et la science. Donc, tout le monde aurait ce droit-là. Exactement. Sans discrétion. Donc, il y a personne qui a le droit de dire quoi que ce soit. Si tu as une maladie, tu as une façon de le régler. Il y a personne qui peut t'empêcher de le faire. Exactement. Peu importe qui que t'es. Si t'es capable de tenir une discussion, bref, et sans t'es éligible. Et quand on réfère à l'article 3, sans faire de mal à n'importe qui d'autre. Effectivement. Tu restes dans les lois. Donc, on va le mettre sur la page des geeks. C'est assez intéressant quand même. C'est un article fun quand même. Oui. Puis, ce que moi, pour de vrai, je trouve que c'est intéressant qu'on soit rendu là puis qu'on en parle sérieusement sans que ce soit comme complètement de la science-fiction puis complètement comme pas pensable qu'on va pas vivre ça. On va vivre les débuts de ça, moi, je pense. Mais c'est que, avant notre mort, à nous, les geeks, vous, chers auditeurs, parce que ça va arriver, là, je veux pas, spoiler, là. Spoiler. On va commencer à vivre les premiers balbutiements de ce que Asimov a écrit le siècle dernier. Et c'est pas rien, là. On est littéralement dans du sci-fi, là. Là. Du vrai de dire, c'est plus de la faille, c'est non, de la saille. C'est de la saille. Tout court. La side ride. Oh, c'est de la science-réalité. OK, c'est dégueu ce que je viens de dire. Donc, on va en musique pour la deuxième pause. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, on va y aller avec l'extrait numéro 3, dans le fond, que j'ai amené. Et là, on y va un peu cinéma, parce qu'on va parler de film direct après. Là. Ah oui. Un film qui est sorti cette semaine, les geeks n'ont pas vu encore, donc on va vous en parler dans les prochaines semaines. Parce que c'est un film important pour nous, parce que, de un, c'est un film de science-fiction, on vient d'en parler, qui est plus cérébral. Un genre que j'apprécie particulièrement. Mais en plus, les critiques ne se peuvent plus. Oui. Et c'est réalisé par un des nôtres, c'est-à-dire Denis Villeneuve. Donc, The Arrival, qui est arrivé dans les cinémas cette semaine. Donc, de la trame sonore The Arrival, composée par le Johan Johansson. Ça, c'est dans le fond le compositeur par défaut de Denis Villeneuve depuis quelques films déjà. Et d'ailleurs, lui qui va faire la trame sonore de Blade Runner. En tout cas, une partie de la bande sonore de Blade Runner. Donc, on va écouter le thème principal du film The Arrival. Donc, c'est l'arrivée, je pense, en français. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué. Ouais, je pense pas plus compliqué que ça. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Donc, on vient d'entendre le thème principal de The Arrival, le tout dernier film de Denis Villeneuve qui est sorti au cinéma cette semaine. Donc, allez le voir. Juste pour encourager Dennis, mais aussi parce que ça semble être un sacré bon film de science-fiction. Donc, on parle du cinéma? Oh, mieux. Oh! Yeah! Le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire. Voici Cronen l'arsenal! Excusez-nous. Oh boy. Ce thème-là... Basil Polderis a composé une trame sonore qui fait pousser le poil plus vite. C'est tout simplement la façon de dire. Les deux CD en passant. Là. Si vous voulez, allez vous chercher ça sur iTunes. Là. Les deux trames sonores de Conan et de Conan... Conan le barbare et Conan le destructeur. Basil Polderis. Quel soundtrack sensationnel. Incroyable. Donc, Conan. Hey. On parlait de film, hein? On parlait de film. On se parlait de film dans la pause, là. J'ai dit que c'est La La Land, je me rappelle pas en tout. Le film, c'est Collateral Beauty. Ok. Je sais pas pourquoi mon cerveau a mixé. Parle-nous donc de ça, ça a l'air vraiment intéressant, par exemple. C'est un trailer d'un film que j'ai vu de Will Smith qui s'en vient. Bande-annonce. Ouais, pardon, de bande-annonce. Et puis le personnage de Will Smith a comme perdu sa femme et sa fille, et pour lui faire sa propre thérapie, il se met à écrire des lettres. Il écrit des lettres comme anonymes et il les poste. Mais ces lettres-là, il les envoie à des archétypes comme le temps, la mort, la jeunesse, la beauté et tout ça. Et un moment donné, les archétypes reviennent et ils lui parlent. Donc, c'est comme un peu une nouvelle fable. Moi, ça m'a fait un peu penser à le Noël de Monsieur Scrooge. Où est-ce qu'il y a comme le Noël du monsieur, le Noël passé, futur, présent. Il y a comme des fantômes Exactement. qui, donc, là, examinent la conscience par des créatures, tu sais. Il y a un petit peu de ça, mais là, c'est dans un New York. Ça se passe dans le temps de Noël aussi, évidemment. Ça va sortir au mois de décembre bientôt. Donc, Collateral Beauty, le trailer m'avait vraiment fasciné. Donc, OK, ben parlant de bande-annonce, il est sorti de quoi de gros cette semaine, quand même. Oui. On vous a posté ça sur la page des geeks. Valerian and the City of a Thousand Planets, c'est ça? Oui. Le titre? Donc, c'est le prochain gros film de science-fiction de Luc Besson. Et vous connaissez Luc Besson pour ses 3-4 extraordinaires films et ses 3-4 films que vous ne voulez plus jamais revoir. Besson est capable de meilleur et du pire. Je suis un fan de Besson depuis quasiment 30 ans. Je veux dire, La Grande Bleue avec Jean Reno. Ouais, ça a commencé le Grand Bleu, après ça le Professionnel, Nikita. Ouais, ensuite, Taxi, le premier. Moi, j'avais trouvé ça, j'avais adoré ce film-là. On va le mettre dedans. On va le mettre, mais surtout, le 5e élément. Et c'est là que le parallèle se fait, parce que ces derniers films avaient été... Ces dernières tentatives de science-fiction avec Lucie, ça avait été mal reçu, pour être généreux dans mes propos. Angela était un film qui était très... c'était plus comme un vidéoclip que comme un film. Là, c'était très métaphorique. En tout cas, j'ai pas réussi à embarquer autant que j'aurais voulu. Mais pour ce qui est de ça, la The Family, c'était pas bon non plus. Non. Arthur 3, Les Mini-Mois. Non, ben, c'est ça. Adèle Blanc-Sec. C'était pas super. C'était pas super. Mais c'était pas super bon. Mais c'est ça. J'ai toujours espoir qu'il reste encore un petit peu dans le fond du sac de Besson. Un film ensemble, mais ça semble peut-être s'aligner pour celui-là. Dans la besace à Besson. Ouais, dans la besace à Besson. Oh, c'est cute. Donc, oui, il semble rester quelque chose dans sa besace. La bande-annonce est capotée. J'ai un feeling moderne du 5e élément, mais avec plus de ressources. Puis, pas pour dire que le 5e élément est manqué ou qu'il manquait quelque chose, loin de là. Mais my God, là, ça a l'air beau. C'est ça. Valériane, là, vous allez devoir m'expliquer parce que j'ai de la misère dans les univers fucked up. J'ai vu la bande-annonce. Oui. C'est plus grand que nature, c'est coloré, c'est grandiose, mais c'est quoi? C'est basé sur une bande dessinée française. Je vais laisser Conan nous en parler. Les aventures de Valérian et Laureline, agents spatio-temporels. Moi, c'est une série de bandes dessinées qui a bercé mon enfance. J'ai lu ça toute ma jeunesse. Puis en particulier l'album qui est L'Empire des 1000 planètes, qui va être le film. Donc, c'est vraiment... ce film-là, je l'attends particulièrement. Je suis particulièrement excité. Mais
autre que juste un peu c'est pas les Mulder et Scully de l'univers, là, mais c'est comme deux personnes, il me semble qu'ils font partie d'une espèce de fédération, une espèce de, tu sais, de gang de blancs, de l'humanité organisée partout, pis c'est comme, bon, on est comme correct, puis ils font des trades. Mais c'est parce que j'ai lu ça étant tellement jeune que je me souviens bien plus des univers dedans, des créatures et de certaines scènes que nécessairement de la politique pis des idées, tu sais, parce que c'était assez, dans ma petite tête de kid, c'était complexe. Peut-être que j'en lirais maintenant, c'est comme, mais ça serait comme des enquêteurs. Non, c'est vraiment plus. Ce serait plus proche comme des policiers. Ce qui pourrait être intéressant, tu dis que ça, ce serait peut-être de le relire dans les prochaines semaines, qu'on puisse parler de la BD avant que le film sorte. C'est ce que j'ai fouillé pour la BD chez nous, je l'ai pas retrouvé, mais je vais la lire quand même, parce que oui, c'est ce que je veux faire, me replonger dans l'univers un peu. C'est basé sur 2 BD, en fait. Ils vont servir, le premier acte va être sur une des BD dans laquelle les personnages se sont rencontrés. Un genre d'histoire d'origine un peu, le premier acte du film. Et les 2 autres actes vont être basés sur l'Empire des 1000 planètes. Donc, puis c'est une BD française, dans le fond, qui a été, dans le fond, qui a été distribuée à l'époque. Je te dirais l'âge d'or de la BD française, là, où ce qu'on avait beaucoup d'univers de la BD sci-fi. De la BD sci-fi, je veux dire Métal Hurlant. Oh my God. Qui est probablement un des monuments de la BD sci-fi partout au monde. On parle tellement là, de Torgal. Je me rappelle, j'en ai lu tellement de ça. C'est ça, c'est un peu Yoko Tsuno. Yoko Tsuno, là, ça pour de vrai, c'est encore le filon non exploité de la BD, parce que le personnage, là, il est tellement hot, est tellement cool, Yoko, est tellement badass, est tellement brillante, ça serait ça serait la nouvelle James Bond. Effectivement. Hey, pis c'était bon, c'était sci-fi, c'était pété. Mais en tout cas, ouais. Oh, revenir à Valérian. Oui, Valérian, c'est ça. Là, dans le fond, voilà comme le plus proche de ce qui sont, me semble, dans ma conception, c'était comme un peu des agents, là, tu sais, qui se promènent pis juste, ils savent... Is shit alright? Je pense que c'était plus ça. Mais, encore une fois, là, ça se peut que ce soit même pas ça, que ce soit juste 2 randoms qui ont un vaisseau qui se promènent dans l'univers. Je m'en souviens legit pas. Mais je me souviens de plein de petits concepts dans la BD qu'on va voir dans le film. Entre autres, une petite créature qui tient dans la main. Cette créature-là est capable de dupliquer de manière organique tout ce que tu lui donnes à manger. Donc, tu lui donnes une perle, il va comme chier 50 perles. Fait que là, eux autres servent de lui, genre, comme quand ils sont dans l'Empire des 1000 planètes, parce que c'est comme une espèce de hub galactique que toutes les cultures de la galaxie sont là, ils ont tout leur monde, ils ont toutes leurs terres bien différentes. Fait que là, faut que t'aies une manière de pouvoir acheter ou de communiquer avec tout le monde. Fait que là, ils ont cette petite bébête-là qui se promène, puis ils donnent des trucs à manger, puis... Ils sont capables d'avoir ce qu'il faut pour négocier des... Exactement, puis la créature prend effet, mettons que c'est comme des petites perles d'une créature qui fait que... je sais pas, là, ça donne un effet de buzz, ben, la petite bébête, elle devient comme buzzée, agressive, ou elle pogne un peu les caractéristiques de ce qu'elle duplique. OK. En tout cas, il y a manière de faire. Ouais, très spécial. Donc, on surveille ce film-là. Hey, mais là, j'ai vu tellement plein de films cette semaine. Oh, mais regarde, il était 54, OK? Ouais. Juste avant la pause. Je vais faire un petit écart par rapport à une nouvelle que j'ai vue cette semaine. Colin Trevorrow. Ça, c'est celui qui va filmer le 3e Star Wars. Ben, le 9e, là. Mais, parce que l'épisode 7, 8, 9 vont avoir été dirigés par 3 réalisateurs différents. On était avec J.J. Abrams pour le premier. Ça va être Rian Johnson pour le 2e. Et Colin Trevorrow, qui a été connu principalement pour au départ, c'était un film indépendant qui était Safety Not Guaranteed. Mais par la suite... Il me semble que c'était bon, ça. Ouais, c'était pas un mauvais type. Le principe de quelqu'un qui annonçait qu'il était un voyageur dans le temps. C'est ça. Sur Craigslist. Que, dans le fond, tu voyais l'annonce, tu disais, rencontre-moi telle place. Ouais. Je peux pas garantir votre sécurité. Puis le film était basé sur cette prémisse-là. Et, ensuite, il avait tourné, bien entendu, le gros succès de là 2 ans, dans le fond, le Jurassic World. Dans le fond de l'été dernier, 2015, qui a été un succès inattendu dans le sens de, on savait que ça allait être un film qui allait marcher, mais jamais à ce point-là. Ça a pogné. Donc là, il va tourner le prochain Star Wars, et ce qu'il a annoncé cette semaine, c'est qu'elle allait tourner en 65 mm. Pour vous faire un petit résumé pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est que 65 mm étant un des formats les plus gros de négatifs de films empruntés pour capter l'image. C'était utilisé beaucoup dans les années 60-70 pour les cinémas. C'est ce qui permettait de prendre la plus grande qualité d'image, la plus grande résolution d'image pour ce qui est du grain, pour ce qui est du contraste et tout ça. Et ça équivaudrait, à environ une TV 8 ou 12K. Pour ce qui est des points de résolution. C'est ça, on n'est vraiment pas rendu là. Et c'est extraordinaire, comme les films qui sont filmés avec ça sont fascinants par rapport au grain. Et il y a des réalisateurs récemment qui ont recommencé à tourner des films, parce que les caméras sont très grosses et sont compliquées à utiliser, mais
Reste que certains réalisateurs ont décidé d'aller vers là. Interstellar a été tourné entre autres en partie avec en 65 mm. On parle de Master de Paul Thomas Anderson. On parle aussi de Hateful Eight. Dans le fond, c'est quoi les en français, je me rappelle plus. En tout cas, les 8 parfums. Les 8 parfums. Je me rappelle plus. Il y avait un titre bizarre, là, mais en tout cas, les 8 enragés. Je me rappelle plus c'était quoi. En tout cas. Ouais, je pense que c'est les 8 enragés. Ouais, les affaires comme ça, de Quentin Tarantino. Bref. Ouais. Il y a une résurgence de ce genre de film-là. Donc, le dernier, le Star Wars de la prochaine trilogie va être filmé avec cette pellicule-là. Donc, on s'éloigne vraiment du digital. On essaie d'y aller plus avec encore le film que la meilleure résolution et capture de grain qui existe sur le marché présentement. Parce que d'ici 5, 6, 7 ans... Le prochain film de Nolan, Dunkirk, qui va être filmé Dunkirk, oui, aussi. Exactement. Nolan est un grand fervent de ça, d'ailleurs. Et les caméras digitales sont sur le point, d'ailleurs, de dépasser ça. On parle d'ici les 5, 6 prochaines années qu'on devrait enfin avoir plus de résolution que les meilleures caméras des années 60, 70. C'est capoté pareil, là. Oui. Donc, mais on va s'en reparler. Je ferai peut-être une petite chronique là-dessus, là. C'est quelque chose qui m'intéresse quand même pour les fanatiques de cinéma, là. Hey, t'as parlé de Jurassic World. J'ai su une petite bit d'information niaiseuse, mais tellement intéressante. Tu sais, le monsieur qui pogne ses drinks, là, pis qui les sauve, là, quand il se fait attaquer. Ton son se fait attaquer, il y a comme une frame qui est comme un monsieur qui sauve ses margaritas. Oui. Ben, c'est Jimmy Buffett. L'auteur de la pièce Margaritaville, l'espèce de rock. Eh oui. Ce qu'il faut pas faire pour faire une joke de caméo. Mais on s'en souvient tous de ce monsieur-là qui sauve ses margaritas. On fait une pause? Oh oui. OK, on revient après. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces. De large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la série qui... Et nous sommes de retour pour la 3e de 3 demi-heures des Geeks contre-attaque. Et là, on va parler de ce que Conan a vu. Oh oui. Ben oui. Donc, j'en ai vu des affaires que j'en ai vu des affaires. OK, donc, qu'est-ce que t'as vu comme film cette semaine? Je vais commencer par celui que je pense qui est le moins bon. Donc, c'est le film Bad Moms. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui avait fait aucune vague lors de sa bande-annonce ni de sa sortie en salle. En français, Mère indigne. Oui, avec voilà. Lindsay Lohan. Puis non, il n'y a pas Lindsay Lohan. C'est Mila Kunis, Kirsten Bell, Christina Applegate, Jada Pinkett Smith. C'est pas mal. Donc, Bad Moms, qu'est-ce qui se passe? C'est une mom qui a une vie de mom, donc elle s'occupe de tout. Et son mari est un gros gnochon. Puis là, Manet décide qu'il est plus capable. Fait que c'est une affaire de party avec ses amis. Ben oui, c'est correct, ça. Ouais. Non? Oui. Ben en fait, c'est ça. Puis ces filles, ces adolescentes, ils sont tristes de ça? Non, ben là, comme... non. Ils commencent à faire le party ensemble? Non, c'est ça, ils font pas le party ensemble, c'est vraiment... Tu sais, mettons, je dirais, là, ça m'a fait un peu penser à Sisters, que j'avais parlé de l'été passé, là, avec Tina Fey, puis... Amy Poehler. Ouais, c'est ça. Ça, j'avais vraiment adoré ça. Ça, c'est vraiment un subpar Sisters, dans le sens que, tu sais, c'est un film d'adultes qui décident de quitter leur vie d'adulte et de devenir un peu, tu sais, des adolescents. Ouais. Mais le Bad Moms, c'est en essence... La chimie de Mila Kunis et des autres était cool, mais sinon, j'essaie de me souvenir là, du film, là, non.
Non, No. pas en tout. Euh, C'est comme ils ont fait encore ils ont essayé de faire du copier-coller, j'imagine. Ouais, Bon. ben, ils ont fait du copier-coller, mais sans vouloir, vraiment être. Je me souviens que quand ils l'ont sorti, ça se voulait choquant. C'était comme Mila Kunis en brassière brune, puis là les filles ils disent c'est ça ta meilleure brassière, puis ils rient d'elle parce que c'est sa brassière sexy. On en parle encore de ça, là? Ouais. Ça a bien de l'air. Donc Bad Moms, je vais mettre ça à 4 moms sur 10. Oh. Ouais. Okay. Parce que la chimie est bonne, puis ça va l'air la fun à faire comme film, mais c'était pointless. Ah, ok. Bon. Donc, on va augmenter de qualité avec un film avec un acteur qui est, selon moi, le meilleur acteur de l'univers, et j'ai bien sûr nommé Nicolas Cage. Yes! On a guessé en même temps. Donc, Nicolas Cage qui est qui est sous la direction de Larry Charles. Larry Charles, c'est lui qui a fait Bruno puis Borat, et puis qui a réalisé le Seinfeld aussi. Donc, il fait de la comédie. Donc, le film c'est Army of One. Army of One, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Nicolas Cage qui fait un homme qui s'appelle Gary Faulkner. C'est une histoire vraie, ça. C'est une histoire vraie. C'est un gars qui médicalement il a pas vraiment médicalement des problèmes, mais il est bizarre. Il est pas comme le reste des gens, mais il est unique et il est sympathique. Puis à un moment donné, il reçoit un message de Dieu qui lui dit, ben là, faut que t'ailles en Afghanistan capturer Ben Laden. C'est donc ben hot. Donc, il décide d'aller en Afghanistan et d'essayer de capturer Ben Laden. Donc, entre autres, on voit des magnifiques séquences comme Nicolas Cage sur un âne qui traîne un katana qui se promène dans les rues de Bagdad. Ce film-là n'est pas très bien raté, mais Nicolas Cage est dans un des cagiest cage qui peut cager. Tu sais, ce qui est d'habitude Nicolas Cage, ses performances sont toujours comme 4-5, puis il y a comme 2-3 outbursts à 12-13, tu sais, puis le reste, il monte ça, il redescend. Mais là... Cage, ce qui est fascinant de ce gars-là, c'est que c'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire, mais qui a aucun filtre pour ses choix de film. Donc, il joue dans tout. Ouais. Que ce soit mauvais, bon, insoutenable, extraordinaire. Tu sais jamais. C'est un coup de dé à chaque fois, mais tu peux avoir un 10, tu peux avoir un 1. Puis lui, soit qu'il va jouer très subtil, soit que ça va être complètement over the top. Il peut tout faire, mais tu sais pas quand puis quand est-ce que ça va arriver. Mais il y a toujours, tu sais, plus son jeu est en retenue, d'habitude, plus ça explose. Tu sais, c'est un peu la règle de Cage. Mais là, je te dirais que Cage rule. là, il est pas mal constamment à 8 sur 10. Oh! Mais c'est un 8 sur 10, pas un 8 sur 10, j'ai peur de lui. Plus un 8 sur 10 comme, il va te regarder, rire vraiment fucked up, t'offrir une bière, puis après ça, il va te prendre dans ses bras, puis il va s'en aller. Right? Okay. C'est un genre de personnage comme ça, Gary Faulkner. Je recommande un film à cause qu'il y a Nick Cage, puis à cause qu'il y a vraiment des très bons moments, il y a des bonnes jokes, mais c'est vraiment pas aussi bon que les autres films comme Borat et puis Bruno de Larry Charles. Mais Bruno, je l'avais moins aimé. Bruno, c'est intense. Mais tu sais, pour c'est l'humour à malaise, puis à un moment donné, je viens comme trop malaiser moi-même, puis il faut qu'elle arrête. Là. On a jamais vu un Nick Cage avec une barbe et les cheveux longs comme ça. Ah non, puis j'ai vu la bande-annonce de ça avait l'air fascinant quand même. Puis à la fin du film, on voit une petite séquence de nouvelles comme filmé comme global quand il est revenu de Bagdad parce que c'était rendu médiatisé là, il y a un Américain qui est à Bagdad, tu sais. Puis la petite séquence qu'on voit le gars parler, il est peut-être à 1 sur 10 comparé à la cookiness de Nick Cage. Nick Cage a exagéré le personnage à côté. Il a pris une licence à 100% sur OK, c'est basé de fait vécu, mais moi t'as joué le gars, tu vois. Craque-moi bien, allez. Mais il y a une séquence un moment donné du personnage qui se rend compte qu'il devient médiatisé, puis qui se met à dire, il dit il va y avoir un film sur moi là, parce que ça se passe dans les 90. Puis il dit j'aimerais ça. Il y a du monde qui parle de Nick Cage là, Nick Cage comme dans Con Air là. Je ressemble à Nick Cage dans Con Air. Il a comme les cheveux longs aussi. C'est tellement magnifique comme scénario. Donc Cage Army of One avec Nick Cage, je mets quand même un 6.5 Cage sur Cage. Donc suggestion pour le temps des fêtes, j'aimerais ça avoir, si ça existe, The One True Box Set. Mais ça va te coûter cher parce que tous ces films là. Ah oui, je te dis, il n'y a pas de filtre. Je sais pas comment il douait d'argent.
Mais au nombre de films qu'il fait par année, il a besoin de sa paye. Peux-tu te le dire? Oh my God, avec sa photo sur IMDb, là, si on peut dire à quelqu'un, va te mettre une belle perruque, là, parce que c'est la perruque que t'as, ça de quel moumoute? On dirait une plante de cheveux qui passe dessus de sa tête. C'est bon, vieux Nick Cage. Et sinon... Sinon. Hey, on va-tu qu'une petite pause musicale? Non, t'as peu. Oui, non, c'est ça, il reste encore... Dernier film, ouais. Non, 2 derniers films encore. Okay. Ce matin, j'ai écouté War Dogs, film que j'attendais quand même assez depuis un petit bout. War Dogs avec Jonah Hill et puis Miles Teller, qui font 2 vendeurs de guns pendant la guerre d'Irak, justement. Okay. Réalisé par Todd Phillips. Todd Phillips, c'est lui qui a fait Old School, Hangover 1, 2, 3, Due Date. Oui. Donc, toujours aussi lui dans l'humour, mais là, ce film est un peu plus sérieux. Donc, Jonah Hill, là-dedans, il est vraiment incroyable. Il fait un vendeur... Ça me fait un peu penser à... pas Army Man, mais le film de Nick Cage qui vend des guns, justement. Ouais, Lord of War. Seigneur de la guerre. Mais avec une intensité visuelle de plus, puis les personnages, c'est comme... Jonah Hill tripe sur Scarface, puis il se prend un peu pour Tony Montana. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis Miles Teller, évidemment, ce gars-là, c'est un des gros acteurs qui... J'ai changé mon fusil d'épaule sur Miles Teller. Il est tellement bon. Parce que la première fois que je l'ai vu, OK, dans un film avec un rôle important, toute la quête, c'était Fan Four Stick. OK, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est ça. OK. Mais j'ai vu Whiplash par la suite. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Si j'avais pas été assis, je serais tombé. C'est assez capoté. Donc, j'y donne la chance au coureur. Là, il est capable. Puis tu me dis que dans ce film-là, il est sur la coche? Ouais, il est sur la coche, mais encore une fois, c'est pas lui qui est mis d'avant. C'est vraiment plus Jonah Hill. Il est bon, le Miles Teller là-dedans. La chimie est bonne entre les deux, mais le personnage est pas aussi... justement, on n'est pas dans la composition de jeu d'acteur vraiment intense pour Miles Teller. Comparé à Jonah Hill. Jonah Hill, il est déjà... plus un personnage qu'on a comme, de la manière qu'il rit, de la manière qu'il parle. Oui. On sent qu'il y a un travail un peu plus, qu'il y a eu plus de travail à faire que Miles Teller, qui, il est tellement naturel dans son jeu qu'il est bien bon. Puis Jonah Hill, même quand il y a des rôles secondaires, depuis quelques années, il continue de voler le show. Moi, c'est depuis, Wolf of Wall Street. Oh my God. Son perso était carré là-dedans. Il fait un peu penser à ça. Il y a un petit peu ce genre de bravado-là. Oui. Mais là, plus evil, le plus comme, c'est un gars qui vend des guns. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a, lui, la pile de cash. Ah, comment tu veux? Je te donne 1000$ pour que tu fasses ça. Non, tu veux pas? OK, ciao. Ça va un gun. OK, il est comme... ouais, il est badass. OK, donc, c'est pas 23 Jump Street, là. Non, c'est ça, il est vraiment... Il y a un air de danger dans ce personnage-là, c'est intéressant. OK, puis le dernier film que t'as vu? 7 sur 10 pour 7 sur 10? Ah oui, War Dogs. Quand même. Yes. J'ai vu, je fais des gestes en studio, mais j'ai vu Doctor Strange. Ouais, on en parlait depuis quelques semaines, on n'avait pas eu l'occasion de le voir encore, donc... Enfin, un geek va nous en parler. Doctor Strange de Marvel. J'ai très apprécié. Cependant, il y a une petite partie de moi qui est un petit peu bored. Mais ça, c'est juste parce que je savais que c'était quand même safe comme film. Là. Il y avait rien qui allait me faire comme j'ai jamais même pensé à ce genre d'affaire-là de ma vie. Là. Non. Mais c'est intéressant, c'est bien amené. Je veux dire, pour du Marvel... c'est très différent, mais ça reste du Marvel, du Disney. Stephen Strange, le personnage est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment une espèce de... Au début, c'est vraiment un total dick, là. Il est complètement sûr de lui, de lui-même, puis on voit vraiment, tu sais, sa progression. Est-ce que c'est un Tony Stark 2, par contre? Oui, mais dans In All the Good Ways, tu sais, c'est un Tony Stark 2, mais pas Tony Stark. OK, il y a vraiment sa façon à les deux seraient un côté de l'autre. Oh my God, je veux les voir ensemble parce que... Ça sent bien. Mais, puis, est-ce que... Benedict Cumberbatch. Ouais, c'est ça. Super bon. Badabing, badaboum. Badabing, Cumberbatch. Il est vraiment bon. Son accent américain est vraiment super bon. Je dirais que la seule affaire qui est un peu moins bonne, c'est quand il vient avoir des combats physiquement, là, les acteurs qui se battent, là, ça, on voyait pas très bien. Je sais qu'il calme un peu, puis on sent... parce que peut-être que... il manquait peut-être un petit coup de... Mais c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui fait la beauté mais si vous voulez avoir l'effet de prendre un acide, allez au cinéma voir ça en 3D ou IMAX. Pour ce qui est pour ce qui est de l'effet Jake Kirby, là. C'est des années 70, ça a l'air qu'on est vraiment à pieds joints dedans. Des fractals du monde qui se battent dans des fractales avec des villes qui se replient sur elles-mêmes pendant qu'ils pitchent des portals, tu sais. Wow! Vraiment, vraiment le fun pour ça. Mais ça n'apporte quand même pas de vrai
substance à quelque chose. C'est le personnage de Mads Mikkelsen, Paper Thin, vraiment. Il dit mener sa motivation, là, en pleurant même, tellement qu'il est dans... Non. Je te jure, là, c'était 0 sur 10. Je regardais aller comme, ouais, non. Je regardais le tapis à côté de lui, je regardais, la chaîne, pis tout. Non. Mais c'est encore typique de Marvel. C'est Marvel, donc... Les ennemis ont pas de substance, à part 2-3. À part dans les séries de Netflix. Ben ça, oui, voilà. effectivement. Voilà. Mais dans les films, c'est une fois sur 5 qu'il y en a eu un bon, là. Tu sais, puis c'est peut-être, c'est quoi? C'est Loki, Red Skull, peut-être, puis encore. On l'a vu juste une fois tellement rapidement. Ouais. Et côté pourcentage, maintenant que Buckner et Garcia est terminé, ben 100% de nos tunes sont bonnes. Oh. Chanson de la semaine 3! C'est déjà noir. Oui, c'est vrai. Ouais. On finit l'émission, maintenant c'est la nuit. Ouais. Effectivement. Excusez. On a reculé à l'heure depuis, hein, fait que c'est un peu différent. Donc, cette semaine, je dois d'ailleurs vous annoncer que c'est la première fois depuis peut-être des années au Geek Contre-Attaque que je n'ai aucune pièce tirée du site overclockremix.org, mais c'est pas parce que j'en avais pas qu'elle allait pas les mentionner au moins une fois, donc c'est fait. Voilà. Maintenant, la pièce que j'ai amenée, c'est une nouvelle qu'on a parlé la semaine dernière, ça me hype en fou, puis on va parler un peu de jeux vidéo pour terminer l'émission, donc Rockstar a annoncé Red Dead Redemption 2. Qui va sortir en 2017, je me peux plus. Et faites pas le saut là, s'ils annoncent finalement que ça va être en 2018. Je veux qu'ils prennent le temps qu'ils ont besoin. Pas qu'ils soient solides, mais qu'ils sortent. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte. Skyrim Fallout va me tenir jusque-là, y a pas de problème. Là. Je suis de même. Je joue à un jeu pendant 2 ans. J'arrête, je rejoue pendant 2 ans. Comme ça. Donc, les gars qui ont fait la musique de Red Dead Redemption ont vraiment des noms de cowboys. Ben oui, tout à fait. Là. On parle de, si je me souviens bien... Bill Helm oui. et Woody Jackson. Yes, Bill Helm, Woody Jackson. Ça, c'est les compositeurs de la trame sonore originale de Red Dead Redemption. On y va avec le main theme. Et ça, au Geek Contre-Attaque.
Alors, c'était un extrait, parce que la pièce est quand même relativement longue, là, du thème principal là, de Red Dead Redemption par Bill Helm et Woody Jackson. Est-ce que je vais mourir cette fois-ci? Je l'ai! Ah, fuck! Les Moses de cactus, hein? Les rangs de tour de cactus. Ben oui. Tu penses que tu fais le jump, puis non, il te pogne pareil. Non, il te pogne pareil. Donc, jeux vidéo. Et pas de grandes nouvelles cette semaine, sinon une. Nintendo, là, qui réussit encore une fois à faire quelque chose qu'aucune autre compagnie est capable de faire depuis à peu près 15 ans, c'est-à-dire créer une anticipation sur un produit immense et en sortir une quantité insuffisante pour qu'il n'y en ait jamais de disponible. La Nintendo Classic est sortie. Mini Nintendo qui se branche sur les TV modernes avec des manettes USB qui reproduisent, dans le fond, c'est des répliques très fidèles des manettes de Nintendo originales, avec 30 jeux à l'intérieur. Si vous en avez trouvé une, félicitations, parce que la plupart sont partis comme des petits pains chauds. Ça va être un gros cadeau de Noël cette année. Pour 60$, vous avez une NES qui fonctionne sur vos TV HD avec 30 jeux, 30 classiques, devrais-je dire. Quelle sélection! Mais faut que tu t'achètes des câbles, hein, parce que les manettes, là, t'as-tu vu? C'est les câbles sont pas très longs. Un pied de câble. Non, c'est ça, les manettes, les fils sont pas très longs, là. C'est comme cute, là, faire ça de même, mais oh my god. Puis y a pas moyen de mettre de sans fil non plus, malheureusement. Mais c'est pas grave, je veux dire, on veut quand même s'asseoir à terre devant la télévision pour jouer à ça. Je pense que c'est ça le but, c'est vraiment que les users s'assoient à terre devant le téléviseur. Et je vois pas comment que, tu sais, c'est vrai, parce que ça faisait quand même partie de l'expérience Nintendo, justement, là. Tu peux pas être dans ton super cozy lounge boy avec, non, fallait que, tu sais. J'avoue que les concepteurs ont pas dû dire, ah non! Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Oups, on a fait une... Oh, il a pas pensé. Non, c'est ça. Ils ont clairement pensé à ça. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on est tellement rendu dans que toutes les consoles, on peut jouer dans la toilette, tu sais, tu peux jouer partout sans fil, sur ton cellulaire, tu peux jouer sur ton PlayStation maintenant, donc c'est sûr là, qu'ils ont pensé non, puis la liste des jeux qui est là-dessus est sensationnelle. Là. De mémoire, je peux vous en sortir quelques-uns. Là. C'est sûr qu'il y a des classiques que je suis comme, mais tu sais, c'est peut-être nécessaire. Là, on parle de, tu sais, Donkey Kong Junior, Galaga. Kid Icarus, t'as Metroid le premier, t'as Ninja Gaiden, t'as Mega Man 2, très excellent choix. Est-ce que t'as un Final Fantasy? Il y a Final Fantasy 1. Ah. Oui, tout à fait. Il y a Castlevania 1 et 2. Il y a... Apparemment qu'il n'y a pas Tetris. Non, il n'y a pas Tetris. Parce que c'est pas au Nintendo qui était le plus populaire, mais c'était au Game Boy, bien entendu. Ensuite, il y a Mario Bros 1, 2 et 3, plus le Mario Bros original, qui était celui de la plateforme Pac-Man. Il y a la version Pac-Man Nintendo qui est là-dessus. Final Fantasy, c'est le 1 qu'il y a. Oui, Final Fantasy 1. On a ensuite Kirby. Un des derniers jeux, d'ailleurs, qui était sorti à la NES, la dernière génération de jeux avant qu'il switch à la Super NES. Oui. Combat Triangle. Non, Combat Triangle, il n'est pas là-dessus. RC Pro-Am. Punch-Out. Non, Punch-Out. Oui. Il y a, Dr. Mario. Dr. Mario. On parle d'un paquet de classiques. Excite Bike. Excite Bike. Ah oui. Ça, hein. Ah. Le bruit, j'ai encore le bruit très clairement dans ma tête. Mais bref, ça semble être un cadeau qui est très populaire pour Noël parce que ça disparaît comme c'est pas possible. Donc je me dis félicitations Nintendo pour encore une fois sortir un nombre insuffisant de vos produits pour qu'il y ait une grosse demande. Parce que là, on peut plus l'acheter là. Pour l'instant, mais j'imagine qu'il va y avoir une deuxième batch d'ici Noël. Là. Ouais, je sais mais pas. Là, currently unavailable sur Amazon, ça? Sur Amazon, sur Best Buy aussi, là, il en reste... Ça a fait ça que la Wii, ça fait ça. On dirait qu'ils font exprès. Ouais. Mais il y avait du monde qui disent, ben là, le prochain move de Nintendo, ça devrait être une SNES classique. Oui. Ça serait vraiment le fun. Moi, j'aimerais mieux une SNES classique qu'une NES classique. Personnellement. Moi, ce que je dirais, là, dans le fond, là, c'est que le moniteur qu'il y a dedans, là, dans le fond, que quand t'as la NES classique ou la Super NES classique, s'il en sort une, oui, il vient avec des jeux avec. Mais il y a un disque dur. Ouais. Tu prends un download d'autres, tu payes, mettons, 2$ par jeu, puis tu vas t'en charger d'autres. Parce que moi, si y a un Super NES, il faut qu'il y ait 13 heures dessus. Je joue une fois par année quasiment sur l'émulateur. Je m'attends pas de ce jeu-là. Trame sonore extraordinaire, le gameplay était trippant. Super NES, on a tellement de bons jeux là-dessus. Oh my god. Oh. Mais c'est ça, imagine. Oh. Imagine. Oh. Imagine tu sais, mais évidemment là, puis en plus ils pourraient mettre plus que 30 jeux évidemment là, parce qu'il y a juste une question de. Mais c'est peut-être une question de licence aussi, parce qu'on sentait qu'il y a beaucoup de jeux de third party qui appellent, qui n'ont pas été faits par Nintendo en particulier, que les autres compagnies ont laissé le droit à Nintendo d'intégrer sur la console.
fort heureusement, on s'entend des classiques comme Final Fantasy, Square les a donné. On parle de, justement, Mega Man pour Capcom, on parle de Ninja Gaiden pour Tecmo, etc., etc. Donc, wow. Moi, j'aimerais bien ça m'en procurer une. Je suis pas sûr que ça va être possible. Faut t'attendre. Ouais, je suis pas sûr que le fait d'animer les geeks contre-attaque nous donne pas ce genre de privilège, malheureusement. À moins que Nintendo, si vous nous écoutez. C'est ça, à moins que, tu sais. Et on n'impose-tu pas le respect? Donc, voilà. Gros succès encore une fois. Donc, j'imagine qu'ils vont ils vont ressortir quelques exemplaires pour rendre ça disponible, parce qu'on est encore à un mois de Noël. Puis un mois et demi. Et il y en a déjà plus, là. Ouais, mais ils ont pas un autre produit à mousser pour Noël, eux? Non, ça sort pas encore. Ça sort pas encore, là. Nintendo Switch, c'est pour l'année prochaine. Ah, c'est ça, la Switch. Il me semble que c'était comme, ouais, mais non, c'est la Switch. Puis, ce qui est bizarre, ils sont capables de créer des bases sur plein de petits produits périphériques. Ils sont pas encore capables de créer des bases sur leur console depuis la Wii. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. Parce que dans le fond, le fait qu'ils font en sorte que leur console puisse être déplaçable, être mobile, je trouve que c'est un peu à l'encontre du fait que les gens maintenant game sur le téléphone, pas parce que c'est le fun de gamer sur le téléphone, parce que tu l'as tout le temps sur toi. C'est pratique. T'as un appareil qui fait toutes tes patentes. Vas-tu en amener un deuxième pour gamer? Si tu fais ça, tu vas t'amener un Game Boy Advance, une console portable faite pour. Tu vas t'amener ta console que t'as payée, je sais pas, 3, 4, 500 $ sur toi, tout le temps. Tu veux-tu pas en perdre? Tu veux-tu pas briser? Tu veux-tu pas... Puis, tu sais, la durée de batterie, ça va être quoi? Puis, je sais pas. Je suis très, très, très sceptique par rapport à la Switch. Probablement qu'ils vont me faire mentir. Mais pour l'instant, je suis comme un petit peu sceptique. Ben, il vaut mieux l'être. Que pas. Voilà, parce que sinon, on est juste désabusés, puis on croit. Non, surtout que d'habitude, je suis tout le temps trop optimiste, là. C'est rare que... Hey, c'est le thème qui signifie que notre émission achève, ça? Ben oui. Ben oui. OK, qu'est-ce qu'on a après? Ben, on a écoute-donc.ca avec Jacques Boivin. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, SoundCloud, Twitter et évidemment à CKRL. Downloadez nos podcasts et 3 années de fil, Radio Communautaire de l'année. Yes, CKRL, les kingpins de la place. Hey, merci à Conan. Hey, merci à toi. Merci à Mikey. Ben, plaisir. Et je me remercie moi-même, mais surtout, je vous remercie vous autres d'être là à toutes les semaines, si vous l'êtes. Donc, on se revoit plus tard. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1